Du coup, on va se lancer sur le topo sur Total, sur les intérêts, sur la France au service des intérêts de Total. En fait, ces dernières années, les grèves à Total, elles ont pas manqué partout dans le monde. En Mauritanie, au Gabon, au Nigeria et en France, par exemple, les travailleurs, en fait, ils ont rejeté la politique de la multinationale sur les salaires et les conditions de travail notamment. En effet, Total, c'est une entreprise pétrolière figurant dans le top 5 du CAC 40 et qui en fait revendique sa présence dans 130 pays, donc dont 5 raffineries en France, et l'exploitation de 100 000 travailleurs. Un peu moins revendiqué, mais difficile à cacher, on a aussi les bénéfices nets mirobolants que dégage l'entreprise qui s'élèvent à 19,9 milliards d'euros en 2023, en hausse de 4%. Pour ceux qui visualisent pas trop la somme, ça ferait 13,5 millions de SMIC mensuels. Voilà, si ça peut vous aider à visualiser ce que ça fait pour des gens comme nous, quoi. Total, en fait, c'est aussi la cible de tout un tas de pancartes durant les marches pour le climat et des procédures judiciaires pour climaticides et violations des droits humains. Les rapports se multiplient sur le projet Tilanga en Ouganda, qui menace plus de 100 000 personnes d'expropriation, 2000 km² d'habitat exceptionnel et une trentaine de cours d'eau. Mais c'est qu'un exemple parmi d'autres de la politique de Total à travers le monde et à travers son histoire. Et surtout, c'est l'expression de la politique impérialiste de la bourgeoisie française et de son État. C'est même pas nous qui le disons ou à quelconque membre de notre camp social. Non, c'est le dirigeant russe Vladimir Poutine qui est très loin de partager notre politique anti-impérialiste qui le dit. Je cite: Total représente d'une certaine manière le pays lui-même. Patrick Pouyanné, PDG de Total, surenchérit même. Je cite: notre nationalité existe. Nous sommes la seule major non anglo-saxonne. La France est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et notre activité de gaz et de pétrole est vue par des pays producteurs comme un domaine de souveraineté. Total participe aux relations qu'entretient la France avec ces pays tout en bénéficiant de celles-ci. C'est donc dans le sens de comprendre la politique impérialiste de notre bourgeoisie française que ce topo est dédié à Total. Comprendre, via l'exemple de Total, l'impérialisme français et le rôle des révolutionnaires face à ça. Mais tout d'abord, une définition s'impose, celle de l'impérialisme. Pour ce faire, on va partir de la définition faite par Lénine dans son ouvrage L'impérialisme, stade suprême du capitalisme, où il dit: si l'on devait définir l'impérialisme aussi brièvement que possible, il faudrait dire qu'il est le stade monopoliste du capitalisme, mais je laisse la parole à Olivier pour développer cette définition. Ouais, du coup, concernant l'impérialisme, on va revenir un peu dans le temps, globalement vers la fin du 19e, début du 20e siècle. En gros, à ce moment-là, la relative libre concurrence capitaliste, elle va se muer en une ère de grands monopoles, ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Les petits et les moyens capitalistes, ils vont être ruinés par les crises, endettés auprès des banques, incapables de s'aligner sur les prix imposés par les grosses firmes. Et en fait, tout cela, ils vont se faire racheter régulièrement leurs entreprises une à une par des manières industrielles, des grands financiers, etc. À ce moment-là, le capital, il tend de plus en plus à se concentrer en une poignée de main. On voit fleurir des trusts, ces grosses entreprises en position dominante sur tout un marché, notamment dans le domaine de l'acier, du charbon et ce qui va nous intéresser, du pétrole. En fait, en rachetant les entreprises d'un même secteur pour étouffer la concurrence, ou alors en contrôlant toutes les étapes de la production, de l'extraction de matières premières jusqu'au produit fini, voire même sa distribution, tous ces trusts-là, ils vont se faire concurrence les uns avec les autres et se partager finalement le marché mondial. Cette tendance au monopole, qui est le résultat d'une concentration accrue des capitaux entre les mains, comme j'ai dit, de quelques grands bourgeois, ça va correspondre à un certain stade de développement du capitalisme, dans lequel nous sommes encore aujourd'hui, qui s'appelle, comme l'a mentionné Ajar, l'impérialisme. Dans leur volonté de domination mondiale, ces grands patrons, ils peuvent aussi temporairement se mettre d'accord ensemble et se regrouper dans ce qu'on appelle des cartels. L'organisation en cartel, elle va leur permettre de se mettre d'accord pour se partager un peu le gâteau mondial, c'est-à-dire s'entendre sur les prix, mener des politiques agressives contre leurs concurrents plus petits, ou encore influer sur des décisions politiques, voilà, et bien d'autres choses. Dans l'industrie pétrolière, par exemple, une des pratiques, ça va être de faire artificiellement baisser ou ralentir l'acheminement, faire baisser la production, ralentir l'acheminement des marchandises sur les marchés, et ça fait augmenter mécaniquement le prix, quoi. Donc c'est quand même pratique pour eux de s'entendre. Et en fait, ces mécanismes-là, ça leur permet de s'émanciper d'une certaine façon de la libre concurrence et de ses inconvénients, quoi. En parallèle du développement des monopoles, et ce qui va un peu aussi accroître cette tendance, c'est les banques qui vont prendre un rôle de plus en plus primordial dans l'économie. Les milieux financiers, ils vont s'immiscer dans les conseils d'administration des grands groupes industriels et aussi à la tête de l'appareil d'État. Et tout ce beau monde, que ce soit les industriels, les banquiers et les hommes politiques, ils sont en fait liés de bien des façons, comme on va le voir plus loin. Et pour imposer leur politique aux travailleurs, ils peuvent compter sur tout un État qui est exclusivement au service de leur classe sociale.
Ainsi, pour se fournir en matières premières à bas coût, il est quand même très important pour la bourgeoisie de pouvoir s'appuyer sur un, voire plusieurs États. C'est le cas, par exemple, dans l'industrie pétrolière, française en tout cas, puisque nécessairement, elle doit importer son pétrole, puisqu'il y en a assez peu dans les sous-sols du pays. Et du coup, grâce à l'État français, cette bourgeoisie du pétrole, elle peut accéder à des gisements dans certains pays dominés, protéger ses oléoducs à l'étranger, protéger aussi ses acheminements par voie maritime, puisque voilà, il peut y avoir des interceptions et tout, construire des routes, des infrastructures, obtenir des avantages fiscaux, etc. Bon, tout ça, c'est pour dire que c'est quand même bien pratique d'avoir un État derrière soi. Et à ce moment-là, du coup, le partage du monde entre quelques grands trusts, c'est également un partage du monde entre quelques grands États impérialistes qui ont imposé leur domination au reste du monde. Bon, bien sûr, une des expressions les plus visibles de cette violence, c'est la colonisation. Mais le partage du monde, il s'exerce en fait de bien des manières. Et il va donner lieu à des guerres pour se repartager le monde, quoi. Et notamment, l'accès aux matières premières comme le pétrole, il va être au cœur des enjeux géopolitiques et des reconfigurations du globe. Bon, je vous apprends rien, mais voilà. Et parmi ces matières premières, on compte bien sûr le pétrole qui va être au cœur des politiques impérialistes du XXe et du XXIe siècle. Pour revenir un peu au début du XXe, durant la Première Guerre mondiale surtout et dans les années après, la France, elle manque de pétrole. Et alors même que la mécanisation des armées durant la guerre a laissé apparaître l'enjeu stratégique de cette ressource, qui allait en fait d'ailleurs que se renforcer cet enjeu, notamment dans les décennies suivantes avec la démocratisation des voitures. Et à ce moment-là, les États-Unis, ils ont en fait une longueur d'avance sur la France. Ils peuvent profiter de leur position avantageuse pour imposer des prix dans le monde entier, notamment en France. Et en France, c'est la Standard Oil de John Rockefeller, dont vous avez sûrement entendu parler, qui est en position de monopole dans le pays. Du coup, l'État français, ce qu'il fait à ce moment-là, c'est que pour se frayer une place sur ce marché, en pleine expansion, etc., le gouvernement de Raymond Poincaré, il va décider de la création de la CFP, Compagnie Française de Pétrole, en 1924, qui sera une des futures composantes de Total plusieurs décennies plus tard. À ce moment-là, la création de la CFP, c'est une véritable aubaine pour les industriels français du pétrole, qui sont en retard, comme je l'ai dit, sur ceux de grandes puissances comme les États-Unis. Les capitaux qui vont être les capitaux publics engagés dans la CFP, à hauteur de 35% quand même, vont être un coup de pouce indéniable pour entreprendre des explorations, des forages, pour transporter, pour raffiner le pétrole. À ce moment-là, quoi. Les organisations bancaires, commerciales, pétrolières, qui détiennent le reste des actions dans la CFP, ils doivent en fait d'une certaine façon composer avec l'État, puisque l'État il a une part importante des capitaux, et notamment il va s'arroger un droit de veto, et il se réserve la possibilité d'acquérir jusqu'à 80% de ce qui est produit en termes de pétrole par l'entreprise. Mais bon, en contrepartie de ça, ils peuvent quand même s'appuyer sur un soutien indéfectible de la diplomatie de l'État français à travers le monde, quoi. Ce qui est quand même bien utile pour concurrencer notamment les majors pétrolières anglo-saxonnes. On va sauter un peu après la guerre, en gros, la Première Guerre mondiale, il y a l'Empire ottoman qui est dans le camp des perdants, donc pas de chance pour lui, il se fait désosser complètement pour satisfaire l'appétit des vainqueurs, des impérialistes vainqueurs. Et c'est notamment à ce moment-là qu'est créé l'Irak, qui était conçu à l'époque comme une pétronation, quoi. Donc et c'est à ce moment-là qu'il y a aussi les découpages du monde en plein de bouts, quoi. Le gouvernement français, grâce à sa victoire dans la guerre, on pourrait dire, il avait obtenu de l'Allemagne en dédommagement de récupérer 25% de la Turkish Petroleum Company, la TPC, qui est en fait un cartel d'entreprises qui s'entend pour l'exploration, pour l'exploitation de pétrole au Moyen-Orient, donc notamment la partie de l'ancien Empire ottoman qui est en train de se faire désosser. Et bien sûr, cette région-là au Moyen-Orient, comme vous le savez, elle est abondante en pétrole. Ce cartel, le TPC, il va entériner et pacifier d'une certaine façon les relations diplomatiques entre les firmes, bien sûr sur le dos des populations locales qui ont pas du tout leur mot à dire sur le repartage du monde et sur l'exploitation des ressources. C'est donc tout naturellement que la CFP, elle va prendre place dans ce cartel rapidement après sa fondation, comme je l'ai dit, en 24. Et à ce moment-là, la TPC, elle se répartit entre 4 firmes, 4 multinationales du pétrole, qui se partagent le gâteau à l'échelle mondiale. Donc du coup, il y a la CFP française là qui va donner Total quelques décennies après, et il y a aussi la Royal Dutch Shell qui va devenir Shell, l'Anglo-Persian qui va devenir British Petroleum, donc BP, et la Standard Oil qui deviendra ExxonMobil. Donc voilà, si ces noms vous disent quelque chose, c'est quand même parce que c'est encore les
principaux trusts pétroliers mondiaux, même 100 ans après, quoi. Tous ces trusts-là, en 1928, ils vont signer l'accord qui s'appelle l'accord de la ligne rouge, parce qu'en gros, ils ont pris un stylo rouge et ils ont entouré le Moyen-Orient, en gros, pour dire on va se partager ce truc-là, quoi. Et dans cet accord, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'interdiction pour chacun des 4 partenaires de la TPC d'entreprendre dans dans ce territoire-là, des prospections seules, sans en avertir ses partenaires. Donc en gros, c'est un peu genre je te fais pas trop confiance, t'as pas le droit d'exploiter du pétrole si tu me le dis pas, quoi. Donc c'est quand même un peu enfin voilà, c'est un peu parlant. Mais cette apparence d'entente diplomatique, elle est un peu par nature instable, quoi. Puisque les enjeux géopolitiques, aussi bien pour les firmes elles-mêmes que pour les États auxquels elles sont rattachées, bah ces enjeux sont complètement colossaux, quoi. On parle de se partager des territoires énormes, quoi. Et les sous-sols du pétrole. Par exemple, un exemple de ça, c'est que le tracé du pipeline qui doit aller d'Irak vers la Méditerranée pour acheminer vers l'Europe le pétrole récolté en Irak, il donne lieu à d'âpres négociations entre les Français et les Britanniques. En fait, les Français, ils voudraient le faire passer par la Syrie et par le Liban, vu que c'est des territoires qu'ils contrôlent, alors que les Britanniques, ils voudraient le faire passer par la Palestine, qui est sous leur contrôle. C'est pour dire que voilà, il y a des enjeux un peu géopolitiques importants, quoi. Et finalement, une solution à cette affaire, c'est qu'il y aura 2 tracés. Il y a le pipeline, il se divise en 2 et pour passer sur les 2 territoires. Mais bon, ça, l'entente diplomatique, elle peut se passer un peu plus mal que ça, quoi. Mais bon, pour revenir à la CFP, il y a des premiers succès encourageants à cette époque-là. Mais petit à petit, la France, elle va perdre du terrain au Moyen-Orient. Et l'accord donc de la ligne rouge qui régissait la prospection et l'exploitation de pétrole va être renégocié par les USA, qui va ressortir un peu gagnant de la Seconde Guerre mondiale et donc en position de force pour négocier vis-à-vis notamment de la France, etc. En plus de ça, l'État français, il a les mains un peu liées en fait dans la CFP, qui est très dépendante de ses affaires au sein du TPC, le cartel international. Et par ailleurs, ce cartel, il va s'entendre sur les prix, et y compris, donc ça les arrange, mais au détriment aussi des acheteurs. Et parmi les acheteurs de pétrole, il y a des compagnies françaises aussi, comme Air France par exemple, qui a beaucoup besoin de pétrole. Et du coup, ces ententes sur les prix, ça va agacer quand même une partie de la bourgeoisie française aussi, quoi. Avec De Gaulle, qui arrive au pouvoir à ce moment-là, et sa vision souverainiste, la CFP, en plus, elle est mal vue, puisqu'elle collabore avec des firmes anglo-saxonnes, et le gouvernement, il a peur de se faire un peu concurrencer sur son propre empire colonial, quoi. Donc l'État français, il tente alors de trouver son pétrole non plus au Moyen-Orient, mais dans son propre empire colonial, d'Afrique, notamment en Algérie, dans un premier temps. Ouais, mais tout d'abord, en fait, c'est un peu essentiel de comprendre le rôle en fait que ces empires coloniaux ils jouent dans l'impérialisme. En effet, en fait, l'époque impérialiste, elle se caractérise par un surplus de capitaux entre les mains des monopoles des pays impérialistes. Ces derniers se mettent donc à la recherche de nouveaux champs d'investissement. Ils se tournent donc vers les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour développer la production de matières premières végétales et minérales. Ce développement de la production impérialiste, il s'est pas cantonné à l'établissement d'un contrôle financier et industriel, mais en fait bel et bien à l'établissement du contrôle de la bourgeoisie impérialiste sur des pays entiers. Ernest Mandel, il l'écrit dans Introduction au marxisme, l'ère impérialiste est avant tout placée sous le signe de la conquête coloniale. Et c'est exactement ce qu'a fait la bourgeoisie française avec son empire colonial en Afrique, et ça m'a mis sur les matières premières, notamment en Algérie. À peine la conquête de l'Algérie achevée et son territoire annexé par la création de départements français, le Sahara il devient une zone d'exploration pétrolière intense, sans aucun résultat jusqu'en 1956. Ces découvertes sont le fait de la CFP Algérie, donc branche locale de la CFP, donc Compagnie française de pétrole, ainsi que d'Elf Aquitaine, un autre groupe pétrolier qui fusionnera avec la CFP en 2000 pour donner Total. Ce qui permet alors de soulager la dépendance de la France vis-à-vis du pétrole du Moyen-Orient, qui est alors de 90%. La production de pétrole en Algérie elle va rapidement atteindre les 14 millions de tonnes, soit 45% de la consommation nationale française. Mais après la Seconde Guerre mondiale, en fait, on constate une montée en puissance des mouvements de libération nationale. Face à ce constat et à la mise en difficulté de la bourgeoisie impérialiste en Indochine et en Algérie, le choix de la majorité de la bourgeoisie française, alors représentée par Charles de Gaulle, comme l'a dit Olivier, c'est de négocier les indépendances, de manière à partir pour mieux rester. Les politiques françaises dans ce sens sont nombreuses, je pense que vous en avez entendu un peu parler, le franc CFA, les emprunts aux banques françaises qui permettent de créer une dette infinie et en fait le maintien des marchés pour les entreprises françaises dans de nombreux domaines, notamment dans le domaine pétrolier.
En effet, les accords d'Évian, qui actent l'indépendance de l'Algérie, en fait, ils maintiennent en place le code pétrolier saharien, qui est déjà en vigueur, en fait, durant l'époque coloniale. Ils font une seule concession, c'est de permettre à la bourgeoisie algérienne de régir les titres miniers autrefois accordés par la France. Les accords, ils prévoient aussi la mise en place d'un organisme partenaire franco-algérien, l'organisme saharien, dans le but de conseiller les autorités algériennes en matière de législation. Les droits des sociétés françaises de pétrole comme Elf et la Compagnie française de pétrole, donc la CFP, s'en trouvent donc consolidés grâce aux accords signés par la bourgeoisie française. Et ce jusqu'à la nationalisation du domaine pétrolier en Algérie en 1971. Une nouvelle fois, les intérêts des compagnies pétrolières ancêtres de Total concordent avec ceux de l'État français, être dans une situation de monopole dans les anciennes colonies. Mais la signature d'accords servant les intérêts de Total n'est pas le seul procédé que met en place la bourgeoisie française suite à l'émiettement de son empire colonial. En effet, en 1958, une association politique dite de coopération entre la France et son empire en voie de décolonisation voit le jour, la Communauté française, qui même si elle n'a rapidement plus d'existence officielle, continue d'exister sous le terme de France-Afrique. Elle permet en fait la continuité de la domination économique et politique de la bourgeoisie française sur ses anciennes colonies. Et en fait, afin de coordonner les relations économiques et diplomatiques entre la France et son ancien empire colonial, Jacques Foccart, qui est un très proche de Gaulle, est nommé au poste de secrétaire général à la présidence de la République pour les affaires africaines et malgaches. Donc c'est une véritable diplomatie de l'ombre qui en fait n'a pas l'éclat d'un ministère, mais qui possède un budget conséquent et qui en fait a tout d'un réseau de renseignement et d'action dont les membres sont essentiellement issus des rangs des services de renseignement, des services secrets et de la diplomatie. Sur le terrain, leurs méthodes sont celles de Barbouze. Et l'assassinat est une monnaie courante. Durant la guerre de libération d'Algérie, c'est plus de 140 assassinats ciblés qui sont coordonnés par Jacques Foccart et commandités par l'État français. Ces méthodes sont l'illustration de l'ingérence de la bourgeoisie française pour maintenir son hégémonie politique et y défendre ses intérêts économiques. Comme ça a été le cas au Gabon avec le groupe pétrolier Elf Aquitaine, où le réseau Jacques Foccart a soutenu militairement et diplomatiquement le président gabonais Mba lors d'une tentative de coup d'État en 1964. Le Gabon, en fait, ça devient de cette manière un véritable protectorat de la France, géré par un dieu constitué de Jacques Foccart, d'un côté, représentant l'État français, et le groupe Elf de l'autre côté, qui défend les intérêts de la bourgeoisie pétrolière, Et en fait, leur homme sur place, je pense que vous le connaissez, c'est Omar Bongo, devenu président du Gabon en 1967, et qui a été soutenu de bout en bout par la France. Et cela, même sous le gouvernement Mitterrand, qui même s'il a eu la présence d'esprit de virer Jacques Foccart, en fait, n'a sensiblement rien changé à la politique française en Afrique. C'est Mitterrand lui-même qui l'explique le mieux, en déclarant au sujet de l'Afrique qu'il s'agit d'un précaré dont je revendique lorsqu'il est empiété qu'il soit reconquis et rendu à la France. Il n'y a pas de hiatus dans la politique africaine de la France avant mai 1981 et après. Si la méthode a changé, l'objectif est resté. Il consiste à préserver le rôle et les intérêts de la France. Intérêts en fait qui ont toujours concordé avec celles de Total et dont les méthodes aujourd'hui ont un écho en Ouganda. Le méga projet pétrolier de Total en Ouganda, il a déjà donné lieu à plusieurs programmes de coopération militaire, comme la formation de troupes de montagne au sein de l'armée ougandaise par la 27e brigade d'infanterie de la montagne française, Par ailleurs, une police spéciale dédiée au pétrole a été créée par le gouvernement ougandais, formée par l'armée française évidemment, et un protocole d'accord entre Total et les autorités policières et militaires ougandaises est annoncé comme en cours d'élaboration. Une manière d'assurer à la fois le bon déroulement d'un projet désastreux pour les populations locales et d'assurer le maintien d'une stabilité politique assurée par la bourgeoisie française et ougandaise main dans la main. Pour se diriger un peu vers les conclusions de cette partie, on peut constater que la bourgeoisie française, en fait, elle a jamais cessé de défendre les intérêts de Total, et cela bien après l'émiettement des empires coloniaux. Derrière cette spécificité française, c'est en réalité tout le système impérialiste qui a survécu au mouvement d'indépendance. Et celui-ci continue à exister sous des formes modifiées, plus indirectes, comme la France-Afrique. Cette transformation de la domination impérialiste vers une nature indirecte, en fait, elle implique de facto une association plus étroite avec la bourgeoisie nationale des anciennes colonies, en fait, en les traitant comme des intermédiaires pour l'exploitation des paysans et des travailleurs. Ce qui se retranscrit dans les efforts diplomatiques et la politique de faiseur de roi de l'État français. C'est même une nouvelle couche sociale qui se développe, une bureaucratie d'État, qui gère un secteur nationalisé important, comme c'est le cas en Algérie avec le pétrole après 1971, qui s'érige en représentant des préoccupations nationales d'un peuple lésé par la colonisation et qui en réalité profite de son monopole de gestion pour en fait effectuer une accumulation privée mais à grande échelle. Et en fait, pour illustrer cette bureaucratie d'État, on pourrait penser à la dynastie Bongo, placée par Charles de Gaulle et le réseau Jacques Foccart, et maintenue au pouvoir par la bourgeoisie française jusqu'en coup d'État en août 2023.
En fait, c'est sous la présidence du père, puis du fils, que le Gabon est utilisé pour des opérations militaires secrètes menées par la France en Afrique, comme la livraison par voie aérienne d'armes aux sécessionnistes lors de la guerre du Biafra au Nigeria à la fin des années 1960, ou la tentative de coup d'État au Bénin contre le président Mathieu Kérékou en 1976. C'est aussi Omar Bongo, père d'Ali Bongo, qui finance de façon occulte des partis politiques français et permet à des entreprises françaises d'exploiter les ressources gabonaises dans des conditions extrêmement favorables. Et en fait, ces deux hommes, c'est loin d'être de simples pantins au service de l'État français. En fait, ils sont les véritables représentants d'une couche sociale parasitaire qui défendent les intérêts de leur bourgeoisie nationale et qui, pour cela, acceptent cette relation de dépendance vis-à-vis de l'impérialisme français et qui se font l'intermédiaire et l'exécutant de l'exploitation des masses travailleuses au profit de multinationales comme Total. Ouais, alors, bon, pour revenir un peu plus récemment, dans les années 90, avec la mondialisation, à ce moment-là, l'actionnariat Total, qui va devenir le nouveau nom de la CFP, et l'actionnariat de Elf, ils vont se diversifier. Il va y avoir un tas de financiers étrangers en fait qui vont prendre de plus en plus d'importance dans le capital de ces deux firmes-là, qui étaient avant quand même un peu, avec des capitaux publics et tout. Et en fait, au milieu des années 90 et jusqu'en 98, sous Jospin, Elf et Total, donc Elf et la CFP, quoi, si on veut, elles vont ouvrir leurs capitaux à l'actionnariat privé et petit à petit être complètement privatisées, quoi. Donc plus du tout d'État dans les capitaux. Et à ce moment-là, c'est aussi l'heure des fusions pour les majors pétrolières, puisque Chevron et Texaco vont fusionner. On compte aussi Exxon et Mobil, donc des firmes qu'on connaît aujourd'hui. Et puis Total, Elf et une autre entreprise belge qui s'appelle Petrofina vont fusionner pour donner le Total qu'on le connaît aujourd'hui, quoi. Pour autant, ces changements au sein de Total, ils vont pas entraver la symbiose entre la compagnie et l'État français. Pas plus d'ailleurs que les changements dans les formes que vont prendre la France-Afrique jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'en fait, depuis le début des années 2000, il y a de nombreux commentateurs, hommes et femmes politiques aussi, qui ont pas cessé de proclamer la fin de la France-Afrique, à tel point qu'il y a une formule que je trouve pas mal d'un philosophe qui s'appelle Alain Deneau, qui dit la France-Afrique n'en finira plus d'être finie, quoi. Pour dire à quel point tout le monde dit qu'elle est finie. À ce moment-là, les hommes et les femmes politiques vont faire tenter d'oublier le passé peu glorieux de leur propre formation politique, à l'instar du gouvernement socialiste de Jospin, par exemple, qui, à la fin des années 90, formulera ce qu'il appelle la doctrine ni ingérence ni indifférence. Donc voilà, il faut pas trop... Enfin voilà, vous voyez le truc, quoi. Bon, bien sûr, sur le plan monétaire et aussi sur le plan militaire, par exemple, il y aura pas de grands bouleversements. Pas plus de bouleversements d'ailleurs sous Sarkozy, qui est un proche de Martin Bouygues et de Vincent Bolloré, deux autres géants de la France-Afrique. Avec Hollande au pouvoir, on a carrément des interventions militaires, Serval, Barkhane au Sahel, qui vont quand même rappeler que les dirigeants, que ce soit à la gauche, la droite, etc., ils sont quand même au service des grandes entreprises françaises, quoi, y compris contre les populations locales. Plus récemment, avec Macron, un autre exemple de ce maintien un peu du lien privilégié de la France en Afrique, on a eu à l'occasion de la mort de Idriss Déby, qui était le dirigeant du Tchad depuis 30 ans, et aussi un autre pilier de la France-Afrique. Emmanuel Macron, il déclarait que la France perd un ami, quoi. Donc ça met un peu vous voyez le truc, quoi. Et puis ensuite, il s'est rendu à son enterrement. Et il a d'ailleurs rien trouvé à redire sur le passage de pouvoir entre le maréchal Idriss Déby à son fils, le général Mohamed Déby, quoi. Donc voilà, le truc un peu les pratiques qui continuent, même qui paraissent un peu anachroniques, qui continuent, quoi. Bon, tout ça pour dire que pas question pour les capitalistes français ni pour leurs États de renoncer à leur emprise sur l'Afrique. Bon, en fait, ils sont quand même remis en cause au sein même de leur chasse gardée. Une remise en cause qui crée d'ailleurs des instabilités politiques telles qu'il devient parfois difficile de faire des affaires, voire de garder un pied-à-terre militaire dans certaines zones, comme on l'a vu récemment avec des revers de l'armée française au Sahel qui a dû se retirer de certains coins. Et la France, elle a aussi dû apprendre à composer avec d'autres pays récents en Afrique, notamment les États-Unis, la Chine, l'Inde ou encore la Russie, qui veulent aussi avoir leur part dans ce continent. Mais bon, ça met pas pour autant un terme à la toute-puissance de Total, ni à son pouvoir de nuisance dans l'ancien empire colonial, où en fait la firme elle continue encore aujourd'hui d'exploiter des gisements pétroliers et gaziers avec le soutien des pouvoirs en place. Avec l'apparition de nouveaux marchés plus attractifs, Total elle s'est également étendue à d'autres régions du monde. On peut citer l'Amérique du Sud avec l'Argentine ou la Bolivie, l'Amérique du Nord, au Canada ou aux États-Unis, ou encore la Russie. Elle est aujourd'hui présente dans une large partie du monde, je crois, c'est 130 pays, et plus uniquement dans l'ancien empire colonial français.
qui lui avait permis quand même de devenir un des principaux trusts pétroliers mondiaux. Et en parallèle, la bourgeoisie des pays impérialistes, elle s'est aussi donné les moyens à l'échelle mondiale d'institutionnaliser d'une certaine façon son pillage sur tout un tas de pays, en développant à travers des cours de justice, en développant en fait des cours de justice des internationales du coup, qui régissent un peu le droit des affaires à l'échelle internationale. On compte aussi la Banque mondiale, l'OMC, le FMI, l'OTAN. Bon, je vous fais pas la liste, mais tout ça c'est un peu des trucs un peu nouveaux quoi, où on institue à l'échelle mondiale la domination un peu des pays impérialistes aussi via ces trucs là quoi. Et pour donner un exemple concret, Total elle a intenté un procès grâce à une de ces institutions. Je sais plus si c'était une cour de justice internationale quelconque. Elle a un procès des procès contre des États carrément. Donc notamment l'Argentine qui a été condamnée à lui verser 270 millions de dollars. Donc vous imaginez pour un État ce que ça peut faire quoi. Pour autant, chaque État constitue quand même toujours un relais privilégié pour sa bourgeoisie nationale. Et à ce sujet, on a déjà cité, Ajar a déjà cité le patron actuel de l'entreprise, Patrick Pouyanné, mais c'est aussi assez intéressant de regarder ce que disait son prédécesseur, puisque qui s'appelait Christophe de Margerie, ça vous dit quelque chose aussi. Et lui, il affirmait, je cite, la question n'est pas d'être anti ou pro-français. Total a une stratégie mondiale. Mais quand on me demande si Total est une société française, je réponds oui, évidemment, et cela ne changera pas. Donc c'est quand même pour montrer que même lui, il tient quand même à ce lien avec l'État français. Et d'ailleurs, pour appuyer ses propos, on peut prendre l'exemple d'un conflit récent dans lequel l'armée française, et à travers lui l'État, est intervenue en partie pour les intérêts pétroliers de Total. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Total était présidé par Christophe de Margerie, dont je citais les mots là. Et cette guerre-là, donc je vais vous parler, c'est la guerre de 2011 en Libye. À l'époque, le pays il était aux mains du dictateur Mouammar Kadhafi depuis 42 ans. Et du coup, Kadhafi se réclamait en fait de Nasser et du panarabisme. Et il avait entrepris dans les années 70 la nationalisation des antennes libyennes des firmes étrangères pétrolières. Il s'était appuyé depuis ce moment-là sur la réserve pétrolière du pays qui est la plus importante d'Afrique pour faire fortune et puis pour diriger son pays d'une main de fer. Et Kadhafi, en fait, il savait aussi s'entourer à l'international, y compris en France, puisque vous le savez sûrement, mais il a financé à hauteur de 50 millions d'euros la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, c'est toutes les affaires de Mediapart, etc. Mais en fait, à partir de 2011, même s'il avait tous ces liens-là, le printemps arabe, il va quand même rebattre les cartes dans cette région du monde. Les populations, à ce moment-là, elles se révoltent contre des dictateurs, notamment en Tunisie, en Égypte et puis bientôt en Libye. Rapidement, le gouvernement français, il sent que le vent tourne. Il voit l'occasion aussi de tirer ses marrons du feu et de faire main basse sur une part plus importante du pétrole et du gaz libyen. La France, elle va jouer à partir de ce moment-là un rôle majeur dans le renversement du régime de Kadhafi. Quelques semaines après le début de l'insurrection, les dirigeants français ils vont faire mine de s'offusquer de la répression des insurgés par le régime. Ce régime d'ailleurs avec lequel ils avaient aucun souci à commercer jusqu'ici. Et alors à ce moment-là, sous couvert d'un mandat de l'ONU et sous prétexte humanitaire, la France et le Royaume-Uni notamment vont commencer à bombarder la Libye. Ils vont laisser le pays en ruine quelques mois plus tard, mais ça c'est pas vraiment leur problème. D'ailleurs, en pleine guerre civile, un truc assez parlant, c'est que les dirigeants de Total, ils avaient fait partie d'une délégation pour rencontrer le Conseil national de transition, le CNT, rien à voir avec la CNT, mais c'était en gros le gouvernement provisoire opposé à Kadhafi et qui était d'ailleurs reconnu par la France. Ce gouvernement, alors même que c'était en pleine guerre civile, Et un autre truc, alors dans le journal Libération, on apprenait aussi que le CNT, ce Conseil transitoire, il serait à l'origine d'un accord attribuant 35% du total du pétrole brut de Libye aux Français en échange du soutien à leur nouveau gouvernement. Bon, bien sûr, si l'État il a peut-être pas agi exclusivement pour les intérêts Total, ce qui est sûr, c'est que les possibilités d'exploitation d'hydrocarbures qui s'ouvraient à lui en cas de renversement du régime, elles ont fortement pesé dans la balance de l'intervention militaire. Et plus généralement, l'histoire d'un groupe comme Total et d'autres majors pétrolières, notamment américaines et tout, toute cette histoire-là, elle montre que on est bien éloigné d'un monde dans lequel le développement du capitalisme, il aurait mis fin aux intérêts nationaux, voire carrément pacifier les rapports entre les États. Bon, mais si l'État français il est bien utile à Total pour la diplomatie et la guerre, il lui permet également, dans d'autres domaines, de récupérer par exemple de l'argent facilement, à coût de crédit d'impôt par exemple, puisque la firme elle a touché plusieurs dizaines de millions d'euros de CICE, alors que c'est quand même, on parle d'une multinationale super riche, donc qui touchait quand même de l'argent de l'État, faut le faire. Et donc ce CICE, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le crédit impôt compétitivité emploi.
c'était un espèce d'énorme cadeau du gouvernement Hollande aux grandes entreprises en fait, y compris Total, mais d'autres. Voilà. Et puis, ce qui est quand même encore plus dingue, c'est que tout ça, c'est aussi, ce crédit d'impôt, elle le touche alors même qu'elle pratique l'évasion fiscale à large échelle et que en fait l'État français il touche que dalle sur les impôts de Total quoi. Et bon, cette évasion fiscale, elle se fait mais à ciel ouvert quoi, avec des filiales dans les Bermudes, en Suisse et dans plein de paradis fiscaux. Et donc en fait l'État il dit rien là-dessus quoi. Bon, s'il dit rien, l'État c'est aussi pas très étonnant parce que depuis la création de l'entreprise avec Elf, la CFP et tout, les cadres dirigeants de Total, ils sont quand même, ils entretiennent des liens privilégiés, voire très privilégiés avec le sommet de l'appareil d'État. Ces liens privilégiés, c'est bien sûr des liens interpersonnels, puisque tous ces gens-là, ils sont quand même issus des mêmes grandes écoles. Patrick Pouyanné lui-même, il est quand même passé par l'école polytechnique et l'école des mines, qui forment aussi plein de cadres de l'État et tout. Et la firme, elle recrute notamment à Sciences Po ou dans plein d'autres grandes écoles. Et puis, c'est aussi des liens économiques, puisqu'encore récemment, Mediapart révélait que 12 députés, 6 sénateurs et 3 ministres détenaient des actions dans le géant des hydrocarbures. Donc ça a de quoi faire pencher la balance quoi quand c'est décisionnaire, quand ils prennent des décisions, voilà. Enfin, vous voyez le truc. Bon, et pour finir un peu là-dessus, mais dans le domaine de l'influence des décisions politiques, l'actualité elle nous a quand même donné un exemple significatif de la collusion entre Total et l'État français, puisque dans le cadre de la COP28, donc le gouvernement il avait fourni des accréditations spéciales à des hauts cadres de Total, dont le PDG Pouyanné lui-même, afin que tous ces gens-là ils puissent défendre leur politique extractiviste, entourés par des décideurs influents à l'échelle mondiale. Pourtant, je vous apprends rien, mais le réchauffement climatique, il est désormais au cœur du débat public, et la firme pétrolière est dénoncée comme une des principales responsables des émissions de gaz à effet de serre. Et d'ailleurs, Total, la firme elle-même le savait, puisque dès les débuts des années 70, il y avait des gens au sein de Total qui avaient mis en lien les activités de l'entreprise avec le réchauffement climatique, les émissions de CO2 et tout. Donc même eux, ils le savaient depuis en fait 50 ans. Mais depuis ce moment-là, le seul truc qu'elle a fait, la firme, c'est tenter d'insuffler le doute, minimiser son empreinte carbone, verdir son image, etc. Mais tout en ne changeant bien sûr rien dans ses pratiques. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État, il lui a pas vraiment mis des bâtons dans les roues. On le voit encore aujourd'hui, puisqu'il lutte pas vraiment contre le recours aux énergies fossiles. En fait, plutôt que de développer, par exemple, le transport ferré ou plus généralement de tenter de réduire les émissions de gaz à effet de serre, l'État il adopte plutôt une politique compensatoire, c'est-à-dire une politique qui consiste à compenser les émissions plutôt que les empêcher, quoi. Donc en fait, c'est un vrai blanc-seing pour Total. Et en fait, même si les désastres sociaux et les désastres écologiques de Total, ils sont bien souvent exposés au grand jour, Total, insiste pourtant pas de bénéficier de la politique étrangère de l'État français. Finalement, c'est un peu la France au service des intérêts de Total et Total au service des intérêts de la France. Et cela, qu'importe le président ou le parti politique au pouvoir. Et cela car les intérêts de Total et ceux de l'État français se recoupent à bien des égards. Et pour une raison très simple. La nature de classe de l'État français, un État bourgeois, qui même en se revêtant d'apparat démocratique et malgré les va-et-vient parlementaires, reste au service de leurs seuls intérêts. En réalité, c'est tout un appareil d'État permanent qui est au service de Total. Un appareil d'État en parfaite symbiose avec la bourgeoisie, de par la manière dont elle recrute et dont elle s'organise. Ernest Mandel, il écrit des liens idéologiques, sociaux et économiques relient cet appareil à la classe bourgeoise. Ces liens, dans le cas de Total, ce sont les liens interpersonnels que décrivait Olivier entre les dirigeants de la firme pétrolière et les membres du gouvernement et les actions détenues par les sénateurs, les députés et les ministres. En fait, c'est en comprenant la nature de classe de nos États qu'en fait on peut comprendre qu'elles sont et seront toujours au service des intérêts des Pouyanné, des Bolloré et des autres patrons. Parce que la France-Afrique, c'est pas que Total. C'est Bouygues, c'est LVMH, c'est Gaz de France, c'est Lafarge. Et bien d'autres encore. Derrière tous ces noms, c'est l'impérialisme qu'il faut jeter à la poubelle. Et en fait, derrière l'impérialisme, c'est tout le capitalisme dont il s'agit. Car comme l'expliquait Olivier en début de topo, l'impérialisme, c'est rien d'autre qu'un stade donné du capitalisme. Un stade du capitalisme qui a pour conséquence, partout dans le monde, l'accroissement de la classe ouvrière. Employés de bureaux, de mines, d'installations pétrolières ou d'industries nationales, c'est toute une partie des masses travailleuses de ces pays qui viennent grossir les rangs de la classe ouvrière et qui y sont exploités par les mêmes multinationales que les travailleurs français. Dans les pays opprimés ou dans les pays impérialistes, ce sont les mêmes patrons et en réalité une seule classe qui nous exploite. Alors si les intérêts de Total se confondent avec ceux de l'État français, c'est aussi bel et bien les mêmes intérêts qu'ont les travailleurs de tous ces pays. C'est cette conscience d'appartenir à une seule et même place, à une seule et même classe, que nous devons pousser dans toutes les luttes.
Et en France, ces luttes, elles se sont illustrées dans les grèves qui ont secoué les raffineries à l'automne 2021 pour exiger une hausse des salaires et en mars 2022 contre la réforme des retraites. Au Gabon, depuis vendredi, ce sont des salariés de Total Energy EP Gabon, d'Assala Gabon, ainsi que de toutes les autres compagnies pétrolières du pays qui rentrent en grève illimitée sauvage. Ils exigent l'augmentation des salaires, l'indexation sur le taux de l'inflation, la paie des heures supplémentaires et l'amélioration des conditions de travail des salariés du forage. Ces grèves, elles ont leurs limites évidemment, notamment sur l'absence d'auto-organisation des travailleurs, mais elles sont la démonstration d'une colère et d'une envie de se battre contre l'exploitation. L'impérialisme, via des multinationales comme Total, renforce une classe ouvrière internationale et qui, dans des pays opprimés, maintenus dans une misère énorme, est dotée d'une forte capacité révolutionnaire. On assiste donc à une, je cite, époque d'exacerbation de toutes les contradictions impérialistes, comme l'écrit Mandel. Il continue: elle est une époque placée sous le signe de conflits violents, de guerres impérialistes, de guerres de libération nationale, de guerres civiles. C'est l'époque des révolutions et des contre-révolutions, de conflagrations de plus en plus explosives, et non l'époque d'un sage et pacifique progrès de la civilisation. Et en fait, c'est ce potentiel d'explosion révolutionnaire de ces pays qu'on a déjà pu entreapercevoir avec le printemps arabe, ou encore plus récemment au Tchad, et qui en fait commence à pointer le bout de son nez au Sénégal en ce moment même. Pourtant, aucune de ces tentatives révolutionnaires n'a amené à une révolution socialiste et à la prise du pouvoir par la classe ouvrière. Et si une chose était commune à ces soubresauts révolutionnaires, c'est l'absence ou la faiblesse de ce qu'on appelle le facteur subjectif, c'est-à-dire le faible degré d'influence et de force de sa direction révolutionnaire. Une direction qui ne peut être qu'un parti communiste révolutionnaire. Et c'est pour renforcer ce facteur subjectif que la partie d'un parti communiste et révolutionnaire est nécessaire. Et c'est pour ça qu'on construit le NPA, qu'on cherche à convaincre partout de nos idées, à recruter des militants pour construire ce parti, à faire progresser au quotidien le niveau de conscience de notre classe, la classe ouvrière, seule capable de renverser le capitalisme et de bâtir une société libérée de l'exploitation et de toutes les oppressions. Face au Total, au Bernard Arnault, au Pouyanné, c'est aux travailleurs de diriger la société. Et ces multinationales, ils nous laissent pas le choix en fait. La révolution, elle peut être que mondiale. Face à l'impérialisme, notre réponse à nous, c'est l'internationalisme. Et le parti doit nous servir à ça, à nous mettre partout en lien avec des militants qui poursuivent le même but que nous, et ça partout dans le monde. Et c'est dans ce sens-là que le NPA tisse des liens avec des groupes militants en Allemagne, en Espagne, en Grèce, aux États-Unis et en Argentine. Et qu'on a participé le 15 et 16 juillet dernier à la conférence de Milan dans laquelle se sont réunies 24 organisations communistes issues de courants d'opposition de gauche au stalinisme. Ou encore qu'on a participé au contre-sommet de Grenade aux côtés des camarades d'Isard. Évidemment, c'est qu'un début. Et la construction de ces liens internationaux basés sur des expériences communes, en fait, ils doivent continuer. Et c'est dans ce sens-là qu'on vous invite largement à nous rejoindre à notre meeting du 23 mars, qu'on co-organise avec les camarades de Lotta Comunista, un parti italien, et qui a pour thème « Contre l'Europe forteresse, l'Europe des travailleurs et des travailleuses ». Nous, on veut se saisir de ce meeting comme une possibilité d'exprimer une politique internationaliste sur la question des migrants, des politiques racistes menées par l'Union européenne et ses États membres. Et en réalité, sur toute leur politique impérialiste. Faut qu'on saisisse de cette occasion pour mettre en pratique notre internationalisme, comme on n'a pas cessé de le faire dans la rue, dans les manifestations en solidarité avec le peuple palestinien et contre la loi immigration, parce que contre l'impérialisme et les lois racistes, il n'y a qu'une solution, la révolution.